Il y a plus d'un siècle, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan Atlantique. Sur les 2240 personnes à bord, seuls 700 environ ont survécu. Depuis, la tragédie a fait l'objet d'une infinité de films, de documentaires et de livres. Et bien que nous ayons appris beaucoup de choses sur le navire et de nombreuses personnes qui se trouvaient à bord, nous ne savons presque rien de l'iceberg responsable de la catastrophe, notamment concernant sa taille. Mais peut-être pouvons-nous trouver quelques indices. Le Titanic a été construit par la White Star Line dans le cadre de sa nouvelle flotte de paquebots. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit, et il méritait amplement son nom. Le navire mesurait 270 mètres de long, soit l'équivalent de 2 terrains de football et demi, placés bout à bout, et 53 mètres de haut, ce qui équivaut à 10 girafes debout les unes sur les autres. De la ligne de flottaison au pont, le bateau ne faisait pas moins de 18 mètres de haut, ce qui est proche de la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Le Titanic était assez grand pour abriter des cafés, un restaurant, une salle de lecture et d'écriture, des bains turcs, une salle de sport et des cours de squash. Il y avait même de la place pour une piscine. Le paquebot pouvait transporter un total de 3300 personnes, dont 2435 passagers et 900 membres d'équipage. Bien que le luxe fût important, la sécurité était primordiale. Le Titanic avait été conçu pour avoir 16 compartiments étanches sous le pont. Si la coque du navire était endommagée d'une manière ou d'une autre lors d'un accident, jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau, tandis que les 12 autres garderaient le navire à flot. Philip Franklin, vice-président de la White Star Line, a déclaré que c'était ce qui rendait le navire vraiment remarquable. Il aurait dit quelque chose comme « Il n'y a aucun risque que le Titanic coule. Ce bateau est insubmersible et les passagers ne subiront que des désagréments mineurs. » L'histoire lui a donné tort. Le navire a quitté l'Angleterre pour son premier et dernier voyage le 10 avril 1912. Et il a suffi d'un seul iceberg pour faire sombrer le mastodonte des mers. Les icebergs sont fascinants. Ils se forment lors d'un processus appelé vélage, lorsque de gros morceaux de glace d'eau douce se détachent des glaciers et flottent vers le large. Ils finissent par fondre et disparaître. Dans l'hémisphère nord, la majorité de ces icebergs proviennent du Groenland. Dans le sud, ils viennent de l'Antarctique. Ce que tu vois à la surface de l'eau n'est qu'une petite partie d'un iceberg. Ce n'est que la pointe. La plus grande partie, jusqu'à 90%, est cachée sous l'eau. Ce n'est qu'en examinant des photos de l'ensemble que tu peux vraiment apprécier l'ampleur des icebergs. C'est la partie de l'iceberg qu'on ne peut pas voir qui est souvent la plus dangereuse. Sous les vagues, il peut avoir des saillies meurtrières aux endroits les plus aléatoires. Un navire peut facilement s'en approcher de trop près sans s'en rendre compte, ce qui entraîne de graves dommages au fond du bateau. Et les gros icebergs ne sont pas les seuls dont il faille se méfier. Les plus petits, qui sont plus difficiles à repérer, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Un bourguignon, par exemple, mesure moins de 2 mètres de large, avec un peu moins d'1 mètre au-dessus de l'eau. Et un fragment d'iceberg, légèrement plus grand, mesure moins de 5 mètres. Les dangers des icebergs étaient bien connus lorsque le Titanic a pris la mer. En 1901, l'Highlander voyageait dans le passage intérieur vers l'Alaska. Il est entré en collision avec un iceberg et a coulé immédiatement. Par chance, 138 des 178 personnes à bord ont réussi à s'en sortir. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement spécial pour détecter les icebergs. Le meilleur outil était les yeux. Depuis un point d'observation spécial au-dessus du navire, appelé le nid de pie, 2 membres de l'équipage devaient fixer l'océan et surveiller les dangers potentiels. Le nid de pie était situé à l'avant du navire, à 15 mètres au-dessus du pont. Il était attaché au mât. De cette hauteur, on avait une bonne vue sur l'océan. Si les membres d'équipage voyaient quelque chose de suspect, ils pouvaient faire sonner une grande cloche pour déclencher l'alarme. Ensuite, ils pouvaient appeler depuis un téléphone spécial pour prévenir le capitaine de tout danger. Mais imagine quel travail difficile cela devait être, surtout la nuit où le Titanic a coulé. Le nid de pie n'était pas une pièce chaude et douillette entourée de fenêtres. Au contraire, c'était une grande plateforme ouverte exposée aux éléments. Le 14 avril 1912, la température de l'air était d'environ 4 degrés, ce qui est proche du gel. Le navire se déplaçant à environ 23 nœuds, plus de 42 km/h, si bien que les marins ont dû sentir cet air glacial fouetter toute zone de leur peau exposée.
Le seul point positif de ce travail était que le quart ne durait que 2 heures. Frederick Fleet est le marin qui a repéré l'iceberg responsable du naufrage. Il était dans le nid de pie et travaillait avec Reginald Lee à ce moment-là. Fleet surveillait le côté bâbord du navire tandis que Lee scrutait le côté tribord. Il était 22 heures lorsque les 2 hommes ont commencé leur quart. Ils avaient déjà été prévenus de la possibilité de glace. Mais par un si grand froid et de nuit, la tâche peut sembler pénible. Pire encore, les 2 hommes n'avaient même pas de jumelles pour leur faciliter la tâche. Fleet insistera plus tard sur le fait qu'avoir des jumelles aurait certainement permis d'éviter la tragédie. Alors qu'il leur restait environ 20 minutes de quart, les marins ont remarqué l'iceberg. Fleet a sonné la cloche, 1 fois, 2 fois et une 3e fois. Il a ensuite appelé le pont pour informer l'équipage. Au début, l'appel a semblé arriver à temps. Les moteurs du navire ont fait machine arrière et l'énorme paquebot a réussi à tourner. Mais ce n'était pas suffisant pour éviter l'iceberg. Une pluie de glace s'est abattue sur le pont du navire. L'iceberg a déchiré la coque et l'eau a commencé à envahir le navire. 2 heures et 40 minutes plus tard, le Titanic avait disparu. Et voici l'indice numéro 1. L'iceberg était assez grand pour être repéré à l'œil nu dans l'obscurité de la nuit, sans jumelles. Il était aussi assez grand pour que des morceaux de glace tombent sur le pont du navire. Comme tout cela s'est déroulé bien avant les réseaux sociaux et les smartphones, personne à bord n'a pu prendre de photos ou de vidéos à ce moment-là. Donc bien sûr, nous n'avons pas d'image réelle de l'iceberg. Mais il existe des photos de ce qui était probablement le même iceberg prises plus tard ce jour-là. Le SS Prince Adalbert naviguait près de la zone le matin du 15 avril 1912. Le steward du navire n'avait pas encore entendu parler de ce qui était arrivé au Titanic. Mais lorsqu'il a aperçu un iceberg flottant à proximité, il s'est senti obligé de le photographier. Pourquoi ? Il y avait une ligne de peinture rouge le long de la base de l'iceberg indiquant qu'il était probablement entré en collision avec un navire au cours des 12 heures précédentes. Une 2e photo a été prise depuis un navire appelé le Minia, qui a été envoyé dans la zone pour chercher les débris de la collision. Le capitaine de Carteret a déclaré que parmi les débris, il avait vu qu'un seul iceberg. Il a aussi remarqué une traînée de peinture rouge sur celui-ci. D'après les photos et les récits des témoins, les journaux ont estimé que l'iceberg faisait entre 15 et 30 mètres de haut et entre 60 et 120 mètres de large. C'est l'indice numéro 2. L'iceberg qui a heurté le Titanic a probablement commencé son voyage en mer depuis la côte du Groenland, en passant par la baie de Baffin jusqu'au détroit de Davis. De là, il a dû dériver à travers la mer du Labrador et a finalement atteint l'Atlantique. Et cela en soi est assez impressionnant. Les glaciers du Groenland engendrent entre 15 000 et 30 000 icebergs chaque année. Certains sont petits, d'autres gros. Parmi eux, à peine 1% atteindront réellement l'Atlantique. Les autres fondent simplement en cours de route. Nous savons que la température de l'océan Atlantique où le naufrage a eu lieu était d'environ moins 2 degrés, soit en dessous du point de congélation. Pour les humains, cela peut provoquer des engelures ou une hypothermie. Mais cette température est en fait relativement douce pour un iceberg. La plupart ne durent que 2 ou 3 ans dans l'Atlantique Nord, fondant lentement dans l'eau plus chaude. Donc il est probable que l'iceberg du Titanic ait quitté le Groenland en 1910 ou 1911 et qu'il ait complètement fondu fin 1912 ou en 1913. Mais puisqu'il est arrivé jusqu'à l'Atlantique et a réussi à causer des dommages importants au navire, nous avons l'indice numéro 3. Nous ne connaîtrons jamais avec certitude la taille de l'iceberg de ce jour-là, mais nous savons que ce n'était certainement pas un bourguignon ou un fragment d'iceberg. Ces 2 types d'iceberg sont beaucoup trop petits. Et si la glace a effectivement été dispersée sur le pont pendant la collision, l'iceberg devait être un peu plus haut que 18 mètres. Les estimations des journaux sont probablement les plus proches que nous puissions obtenir. L'iceberg qui a coulé le Titanic était en effet redoutable, et les icebergs sont toujours une menace. Pas plus tard qu'en 2007, le bateau de croisière Explorer en a heurté un et a coulé dans la mer de Weddell, en Antarctique. Heureusement, tout le monde a survécu. La patrouille internationale des glaces a été créée en 1914 après le naufrage du Titanic. L'organisation est toujours en activité aujourd'hui, composée de ressortissants de plusieurs pays. À l'aide d'avions et de radars, la patrouille localise et suit les plus gros icebergs, mettant les informations à la disposition de tous ceux qui en ont besoin.
et empêchant ainsi d'autres tragédies océaniques. Avril 1912 a été marqué par l'une des plus terribles tragédies de l'histoire du monde. Un paquebot de légende, conçu pour être insubmersible à la pointe de l'ingénierie de son temps, l'énorme Titanic a coulé. Par cette nuit sombre et sans lune, le navire a manqué plusieurs occasions de pouvoir sauver ses passagers. Un autre bateau qui naviguait à quelques kilomètres de là aurait pu lui porter secours, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pourtant pas d'un navire fantôme, pas plus qu'une légende ou une simple théorie. C'est une réalité documentée, mentionnée dans les archives et dans les déclarations de témoins qui la confirment. Alors pourquoi n'est-il pas venu en aide aux géants en détresse? Découvrons ce qui s'est passé cette nuit-là en examinant ces événements de 3 points de vue différents. Commençons par celui du principal intéressé, le Titanic. 23h30. La lune est voilée de nuages noirs. La visibilité est mauvaise. Tout est calme à bord. Sous la direction du capitaine, l'opérateur de communication reste en contact avec le continent par radio. À ce moment-là, un inconnu s'introduit sur la fréquence interrompant la communication de l'opérateur. On ne sait pas très bien ce que veut cet homme étrange et de quoi il parle. L'opérateur n'essaye pas de le comprendre. Il crie sur cet homme en lui demandant de se déconnecter. La connexion est interrompue. À 23h40, le Titanic s'écrase latéralement contre un iceberg. La glace brise la coque. L'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Personne ne panique encore. 20 minutes plus tard, à minuit, l'équipage envoie un signal de détresse par radio. Peu de gens comprennent à quel point la situation est grave. Après 20 minutes, à minuit 20, on commence à descendre des canaux de sauvetage avec des passagers. À minuit 25, ils reçoivent une réponse au signal de détresse. C'est le RMS Carpathia. Leur capitaine rapporte qu'il navigue déjà à vitesse maximale vers le Titanic. Malheureusement, il se trouve à près de 93 km du site de l'accident, ce qui signifie qu'ils n'arriveront pas avant 4 heures. À minuit 45, l'équipage du Titanic lance des fusées de signalement. Ces fusées se trouvent être l'une des causes principales du destin terrible qui attend une partie des passagers à bord. Mais nous y reviendrons. 90 minutes plus tard, le pont du Titanic se brise et le paquebot plonge sous l'eau. À 4h10, le Carpathia arrive enfin à l'endroit du naufrage. L'équipage mettra tout en œuvre pour sauver les survivants. Ils récupèrent 705 personnes à leur bord. C'est là qu'un autre navire apparaît. Il s'agit du SS Californian. Le Carpathia vogue vers la côte de New York, rempli de ses rescapés. Pendant ce temps, le Californian reste sur place dans l'espoir de trouver d'autres survivants au milieu des débris. Sans succès, ce navire n'était qu'à quelques kilomètres de là, alors que le Titanic s'enfonçait dans les eaux glacées. Le Californian aurait pu sauver des vies, mais il en fut autrement. Son capitaine, Stanley Lord, aurait donc commis l'un des actes les plus intolérables qui puissent exister aux yeux d'un marin. Il n'a pas porté secours à un navire en perdition. Lorsque le monde entier l'a découvert, le capitaine Lord a été la cible de la haine populaire. Les charges à son encontre n'ont pas pu être retenues et il n'a pas été condamné lors du procès qui a suivi la catastrophe. Toutefois, sa carrière a été définitivement ruinée car aucune compagnie maritime n'a voulu l'embaucher après les faits. Malgré cela, il n'a jamais avoué sa responsabilité et cela jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son décès, il a d'ailleurs expressément clamé son innocence. S'il dit vrai, alors que s'est-il passé? Allons voir du côté du Californian. C'est la nuit du 14 avril. Le Californian navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le navire entre dans une zone où il y a de nombreux icebergs. À 22h10, le capitaine Lord décide de mettre son vaisseau à l'arrêt. Il est trop dangereux de se déplacer dans cette zone car en cas d'impact, la coque risque d'être endommagée. À 23h, le Californian commence à dériver. Se déplacer dans de telles conditions est extrêmement difficile, surtout avec une si mauvaise visibilité. Le capitaine sait que le Titanic doit passer par là. Il ordonne donc à l'opérateur radio d'avertir le navire du danger. L'opérateur radio, dénommé Evans, allume l'émetteur et essaie de contacter le Titanic. Au bout d'environ 30 minutes, la connexion est enfin établie. À ce moment-là, l'opérateur radio du Titanic est en communication avec le continent. Evans interrompt la conversation et essaye d'avertir le Titanic du danger qu'il court. L'opérateur ne comprend rien à ce que dit Evans et s'agace de son irruption intempestive sur le canal radio. Il se met en colère, crie sur Evans et finit par couper la connexion. Lassé, Evans éteint l'émetteur et informe ses supérieurs de l'incident. La façon dont le capitaine a réagi à cette nouvelle reste un mystère. Il a probablement pensé que le Titanic était au courant du danger. Il laisse Evans aller se coucher.
Si Evans n'avait pas éteint la radio et était resté éveillé 1 heure de plus, il aurait entendu le signal de détresse provenant du Titanic. Difficile pourtant de le blâmer dans ces circonstances. En effet, il n'a aucune raison officielle à ce stade de ne pas quitter son poste. Il est épuisé et ne pouvant pas lutter contre la somnolence, il va se coucher. Le Titanic, pendant ce temps, commence à couler. Son capitaine envoie un signal de détresse. L'opérateur à bord du Carpathia le capte, mais pas le Californian dont le récepteur est coupé. Le capitaine Lord n'arrive pas à dormir. Il sent que quelque chose ne va pas. Le Titanic est en train de s'enfoncer dans l'eau et cela va très vite. Le capitaine donne l'ordre de lancer les fusées, erreur qui s'avérera fatale. Les feux d'avertissement lancés ne sont pas rouges. Pour une raison quelconque, l'équipage a oublié de charger les fusées rouges. Le ciel s'est donc illuminé d'une lumière blanche éclatante. Cependant, pour signifier une situation de détresse, le protocole stipule qu'il faut utiliser des feux de couleur rouge. Le capitaine Lord voit ces lumières mais ne les perçoit pas comme un appel à l'aide. Il ne lui vient même pas à l'idée que ces fusées rouges que l'on trouve sur tous les bateaux pourraient venir à manquer à bord d'un navire tel que le Titanic. Et pourtant, c'est bien le cas. Le capitaine Lord pense que le Titanic s'éloigne. Il y a peut-être une raison inconnue derrière ces lumières blanches, mais il ne le sait pas vraiment. Le capitaine Lord n'a donc aucune idée que le Titanic est en train de couler. Il décide quand même de contacter le navire, mais cette fois pas par radio. Le capitaine Lord ne réveille pas l'opérateur et envoie un signal au Titanic par le biais d'une lampe de signalisation. Il est important de comprendre que de nombreux marins de la vieille école ne prenaient pas la communication radio au sérieux. Ils ne saisissaient pas la valeur de cette technologie. C'est pourquoi le capitaine Lord ne réveille pas Evans. Il envoie des signaux lumineux mais le Titanic ne répond pas. De nombreux survivants ont mentionné plus tard avoir vu les flashs de lumière en question, mais ils n'ont rien pu faire sur le moment. L'équipage du Californian n'entend pas leurs appels à l'aide. À 2h20, le Titanic s'enfonce complètement sous l'eau. Environ 2 heures plus tard, l'opérateur radio Evans se réveille et allume le récepteur. Il entend de nombreux sauveteurs parler du navire englouti. Evans comprend tout de suite ce qu'il se passe et en fait part au capitaine. Le Californian se dirige immédiatement vers le site de l'accident. Ils y trouvent le Carpathia, avec les survivants à son bord, qui se met en route vers New York. Le Californian continue à chercher des gens à qui porter secours, mais en vain. Le Californian retourne sur le continent. La nouvelle concernant le navire qui aurait pu sauver le Titanic se répand dans tout le pays et le procès commence. Le capitaine Stanley Lord et l'équipage racontent leur version des faits. Ils disent que leur navire s'était immobilisé. Beaucoup de gens ne les croient pas et certains des passagers survivants affirment même avoir vu le Californian passer. Malgré tout, le juge les déclare innocents. 1962, le capitaine Stanley Lord est un homme très âgé. Il appelle un notaire pour faire une confession officielle dans laquelle il jure qu'il n'est pas coupable. Et si ce n'était pas le Californian qui était passé près du Titanic à ce moment-là? C'est là que la théorie du Samson entre en jeu. Ce navire de chasse navigue dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. L'équipage ne dort pas. Ses membres étudient attentivement les environs, non par peur des icebergs, mais bien parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de croiser les gardes-côtes américains. L'équipage du navire Samson chasse des phoques, ce qui est illégal. À minuit 45, le capitaine du Samson voit des fusées de signalisation blanches. L'équipe est sûre qu'il s'agit des gardes-côtes. Ils éteignent alors leur lumière et s'éloignent. Il fait nuit noire et ils ne remarquent pas le Titanic qui coule. Une fois revenus sur la côte de l'Islande, ils entendent parler de la catastrophe. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné des gens à la noyade. Le neveu d'un des membres de l'équipage du Samson lit cette histoire dans le journal de bord de son oncle et demande la permission de publier ses écrits. Tout le monde réalise que le capitaine Lord n'était effectivement pas coupable. Malheureusement, il n'a pas vécu pour voir la vérité triompher. En fait, il reste difficile de désigner un véritable coupable dans cette histoire. Le navire se trouvait à proximité du Titanic. Leurs capitaines étaient des hommes compétents. Ils auraient pu aider à sauver tous les passagers. Le problème est qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps le drame qui se jouait en cette nuit sombre. Quelqu'un avait oublié les fusées rouges et ce qui semble être un tout petit détail apparemment insignifiant a finalement eu des conséquences énormes dans cette tragédie.